Les folates, également appelés vitamine B9, constituent des micronutriments essentiels chez la femme enceinte pour prévenir une anomalie de la fermeture du tube neural chez le nouveau-né. Néanmoins, une complémentation en acide folique par des compléments alimentaires ou des médicaments est-elle systématiquement nécessaire ? Plus généralement, la complémentation n'éclipse-t-elle pas le discours visant à promouvoir une alimentation équilibrée? C'est le débat que je vous propose ce mois-ci sur le plateau de Santélogue. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Didier Chausse, président de l'IEDM, c'est l'Institut européen de diététique et de micronutrition, et Pierre Perrochon, diététicien nutritionniste au centre hospitalier Louis Sevestre en Indre-et-Loire. Alors, on commence en pratique. Aujourd'hui, la femme enceinte ou désireuse d'être enceinte, se voit prescrire de l'acide folique. On sait les bénéfices de l'acide folique dans le développement du système nerveux de l'embryon, mais est-ce que cet apport, en plus de l'alimentation, est nécessairement utile? Didier Chausse. Mais écoutez, on va vous donner le point de vue de la micronutrition. Ce dont vous faites référence, c'est des apports en folate, en vitamine B9, concernant la prévention de la fermeture du tube neural. Si on prend toutes les études scientifiques qui ont été faites jusque-là, il semble bien que cette recommandation soit justifiée, et en tout cas nous la préconisons. Mais le vrai débat aujourd'hui est surtout de l'importance des folates et de la vitamine B9, entre autres, sur tous les processus épigénétiques qui se passent au moment de la périconception, c'est-à-dire 2 mois avant la fécondation et 2 mois après. Alors justement, on va parler de cette épigénétique, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on ne restreint pas la supplémentation, la complémentation, l'intérêt de cette complémentation au simple fait que ça prévient l'anomalie de la fermeture du tube neural, mais ça intervient sur les phénomènes épigénétiques. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond, ces phénomènes d'épigénétique? C'est tout à fait ça. Je vais le faire de manière très simple. Ce qui concerne l'épigénétique, c'est tout ce qui concerne l'hérédité sans toucher au code génétique, en fait. Alors, l'organisme dispose d'un certain nombre de cartons rouges qui vont dire je réprime certains gènes de mon ADN, et puis il dispose de certains cartons verts qui vont faire j'exprime certains gènes. Eh bien, pour permettre notamment la répression des gènes, et il faut beaucoup de répression pour que tout se passe de manière favorable, eh bien, on a besoin d'un certain nombre de nutriments dont la vitamine B9 fait partie, avec le zinc, la vitamine B2, la vitamine B6 et la vitamine B12, mais ce sont des éléments extrêmement importants et qui sont primordiaux 2 mois avant la fécondation et 2 mois après, et puis après, de manière encore importante jusqu'à la fin de la grossesse. C'est-à-dire que ça va influencer le développement de la grossesse, ou en tout cas le développement de l'enfant et puis de l'adulte qu'il deviendra? Alors c'est d'autant plus important que non seulement ça va permettre de s'adapter à tous les éléments de l'environnement qui font que à chaque division cellulaire, eh bien, le code génétique va s'adapter pour s'exprimer ou se réprimer. Et en plus, ce sont des éléments qui vont intervenir sur la santé future du bébé qui va naître. Et puis même, certains facteurs épigénétiques vont se programmer et également passer pour les générations futures. Donc on a là des éléments extrêmement importants sur la prévention de phénomènes comme l'épidémie d'obésité. On parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui comme moyen. Sans écarter non plus les facteurs environnementaux, j'imagine. Eh bien, les facteurs environnementaux sont très actifs, mais comment ils arrivent à moduler l'expression de nos gènes? Bien justement, par ces mécanismes épigénétiques. Alors, si je comprends bien, on n'en est plus à une génétique avec les gènes qui s'expriment de telle façon, et c'est comme ça. Là, il y a quelque chose qui vient en plus faciliter ou réprimer l'expression du gène. Oui. La génétique est beaucoup plus complexe qu'on ne l'apprend ou qu'on ne l'imaginait peut-être au début. C'est le côté passionnant de ces nouvelles découvertes. Effectivement, on savait que nous sommes le produit, notre état de santé dépendait de notre patrimoine génétique et puis des interactions avec les facteurs de l'environnement. Maintenant,
on connaît le chaînon manquant. Et le chaînon manquant, c'est les interactions entre l'environnement et notre patrimoine génétique, c'est l'épigénétique. Alors, si on en revient au folate chez la femme enceinte, Pierre Perrochon, pour vous, la grossesse, c'est justement une période de la vie où la femme est sensible à un discours en faveur d'une alimentation équilibrée, où elle s'intéresse à ce qu'il y a dans son assiette. La supplémentation, elle n'empêche pas de donner des conseils diététiques. Non, au contraire, elle doit faciliter et être, on va dire, une démarche qui va initier ce discours en essayant d'expliquer où sont les folates et qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée et en quoi cela va être utile pour le développement de l'enfant. Donc en fait, la femme qui est enceinte, c'est vrai, va être beaucoup plus sensible durant cette période à tous les discours, mais pas seulement le discours nutritionnel, mais les discours aussi de prévention généraux, arrêt du tabac, arrêt de l'alcool pendant cette période. Donc c'est ce qu'on va rechercher à ce moment-là, lors de l'éducation nutritionnelle. Et là aussi, on pense au bon développement de la grossesse, mais aussi à la santé du futur enfant, comme dans le mécanisme d'épigénétique. Alors tous ces discours se complètent finalement, mais c'est peut-être prendre le temps, est-ce qu'on prend assez le temps d'expliquer où on trouve les folates par exemple, d'ailleurs où est-ce qu'on les trouve les folates? Alors, les folates, on les trouve comme, folate en fait vient de folium qui veut dire feuille en latin, donc dans tous les légumes feuilles. On va trouver essentiellement dans les épinards, le chou, laitue, poireaux, artichauts. En fait, 60%, on estime à peu près, 60% des folates viennent des fruits et des légumes, parce qu'ensuite, après, il y a aussi les fruits. Essentiellement, on va retrouver les agrumes et les fruits rouges, donc les baies, les cerises, qui vont avoir un apport important et en plus qui vont apporter de la vitamine C qui va permettre, d'un point de vue métabolisme, d'avoir la forme réduite des folates. La cuisson, est-ce que ça joue? J'imagine que oui. Est-ce que ça détruit? Est-ce qu'on a justement... Les folates sont une vitamine très sensible aussi bien à la chaleur, à la lumière. C'est une vitamine hydrosoluble aussi. Donc il va y avoir des petits conseils à donner, c'est-à-dire déjà lorsqu'on va acheter, là je me concentre sur les fruits et les légumes, mais bon, on pourra parler des autres apports. Mais pour les fruits et les légumes, donc les acheter et les conserver le moins longtemps possible. En ce qui concerne le lavage, eh bien c'est le mieux, c'est à l'eau courante et éviter de les tremper pour ce qui est une solubilisation de la vitamine. Et puis ensuite pour la cuisson, c'est utiliser les techniques de cuisson qui sont les plus rapides en fractionnant les légumes et en les cuisant soit à la vapeur, soit avec un autocuiseur. Et d'où l'importance donc d'une complémentation, on va dire, pour quand même pallier les folates qui sont détruits. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Disons que normalement les apports qui sont recommandés prennent en compte ces phénomènes de dispersion et de vitamines qui est fragile. Mais il n'empêche pour autant qu'elle ne doit pas remplacer la complémentation qui est maintenant recommandée, même dans le dernier avis de la Haute Autorité de Santé en septembre 2009 qui conseillait un apport systématique chez la femme enceinte. Et même en période préconceptuelle, même surtout en période préconceptuelle. Vous voulez intervenir, Didier Chose? C'est dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et que pour nous, le vrai débat aujourd'hui, c'est surtout de mettre l'accent sur le côté indispensable de développer une consultation de périconception, c'est-à-dire au moment du désir de grossesse, et non d'attendre que la grossesse soit déclenchée, parce que là, on a énormément de choses à faire, pas qu'avec la vitamine B9, on a plein d'éléments à vérifier, et en particulier vérifier le statut en fer, parce que s'il y a besoin de complémenter des déficits en fer ou en iode, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à le faire, mais il faut le dépister, et puis il y a énormément de choses à faire également concernant les oméga-3, en particulier le DHA qui est indispensable au fonctionnement du cerveau du bébé. Énormément de choses à faire. Et si on pouvait maintenant faire une véritable campagne de santé publique pour qu'on puisse promouvoir cette consultation de périconception, ça serait idéal. Est-ce que d'ores et déjà les médecins, eux, la demandent? C'est en tout cas le corps médical, les gynécologues? En ce qui concerne les médecins qui sont formés à l'IEDM et qui s'intéressent à la micronutrition, que ce soit sur le plan de l'alimentation santé dont notre ami a parlé et la complémentation éventuelle à proposer,
ça fait partie de la consultation courante, mais ça devrait être fait par tous les gynécologues, par tous ceux qui sont en relation avec la femme en désir de grossesse. Alors, dans les recommandations du PNNS, le Plan National Nutrition Santé, puisque c'est surtout ça dont on parle quand on parle de nutrition, il y a ce programme, pour la période grossesse et post-grossesse, il est expliqué qu'une alimentation variée apporte normalement suffisamment de folate, mais que par précaution, le médecin ou la sage-femme prescrivent une supplémentation. D'un côté, on vous explique que c'est pas spécialement utile et si on mange ce qu'il faut, et on donne les teneurs en folate de quelques aliments, et puis d'un autre côté, on vous dit que malgré tout, on vous en donne quand même parce que la femme enceinte aura une supplémentation. Il n'y a pas de contradiction à ça, dans le sens où sur le plan de la santé générale, les apports alimentaires peuvent apporter, mais quelque part on ne peut pas décréter un comportement. Les gens peuvent suivre un comportement, c'est une chose, mais ils peuvent l'écouter et ne pas forcément le suivre. Par contre, une complémentation, lorsqu'elle est recommandée, ça a plus de chances d'être suivi. Et puis au-delà de ça, c'est qu'on n'est pas tous les mêmes. On a un certain nombre de ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques qui font que, par exemple, certaines personnes qui ont, par exemple, une homocystéine élevée, il y a 15 à 20% de la population qui peut avoir une homocystéine élevée, ils ont besoin de plus de vitamine B9 que la moyenne. Donc, on n'est pas tous pareils et on n'a pas tous les mêmes besoins quand on prend l'individu. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, en théorie, faire un dosage des folates? Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal, mais ça a un coût, j'imagine, niveau santé. Vu sous l'angle de la santé publique et vu sous l'angle des populations, c'est pas forcément facile à concevoir. Mais par contre, au niveau de la santé individuelle, quand on se place au niveau de quels seraient les outils de prévention les plus pertinents, ça serait de faire une consultation de périconception qui concernerait la future maman, mais aussi le futur papa, parce que le futur papa est très concerné par ce qui va passer pour le bébé, de faire cette consultation, et là, de profiter de ce moment, et il avait raison, c'est à ce moment-là que les conseils alimentaires santé sont le mieux écoutés, le mieux suivis, parce qu'ils veulent faire le mieux possible pour leur enfant, et pour eux, pour leur santé, la santé de la future maman, de maman plus tard et de la santé de papa plus tard, et du futur bébé, c'est idéal pour faire quelque chose. Et effectivement, de faire un bilan très simple biologique de périconception, nous le faisons en micronutrition, à titre individuel, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a un élément intéressant là que vous nous dites, c'est le papa. Le thème de l'émission est folate et femmes enceintes et grossesse. Et là, vous faites intervenir le papa. Et donc, c'est par rapport à ces phénomènes épigénétiques que l'acide folique intervient aussi chez le père? Absolument. On a dit que les processus épigénétiques autour de la grossesse s'installaient 2 mois avant la fécondation, dans le spermatozoïde et dans l'ovule qui est en train de se préparer pour la fécondation, et 2 mois après. Eh bien, pendant ces 2 mois, le spermatozoïde de papa, il faut qu'il bénéficie bien des apports en folate, en zinc et en tout ce qu'on appelle les donneurs de méthyle, puisqu'il faut donner de la méthylation à notre ADN pour lui permettre ces mécanismes. Eh bien, papa comme maman a besoin de tout ça, de la même manière. C'est pour ça que c'est intéressant de faire cette consultation. En pratique, on est d'accord, chez le père, est-ce qu'il y a une complémentation, est-ce qu'il y a une supplémentation actuelle qui est mise en place? Chez la mère, je ne sais pas, est-ce qu'on a des chiffres déjà des futures mamans qui ont une supplémentation, une complémentation d'acide folique? Alors, les chiffres dont on dispose sont pas bons. C'est-à-dire que comme la première consultation se fait tardivement, alors que la fermeture du tube neural, vous savez, c'est 28 jours, c'est au 28e jour après la fécondation, il semblerait qu'il n'y ait que 2% de femmes qui en bénéficient, tout confondu. C'est très peu. C'est pour ça que le véritable problème, c'est réellement l'information énorme qu'on devrait faire sur la consultation périconception au moment du désir de grossesse, au moment de l'arrêt de la contraception chez la maman, la future maman, c'est ça qu'il faudra faire. On estime environ 50% les grossesses qui ne sont pas programmées aussi. Ce qui explique aussi, en partie, ces chiffres qui sont si faibles, et ces personnes, cette population qui en fait va avoir une grossesse qui va être non programmée, c'est en plus la population qui va avoir souvent un statut nutritionnel qui est le moins satisfaisant, c'est-à-dire soit une des populations défavorisées, soit les femmes, soit les adolescentes. Là, je crois que je vous réinviterai pour quand les consultations de périconception seront mises en place. Pierre Perrochon, Didier Chausse, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission a été réalisée en partenariat avec Pilège.
À très bientôt sur le plateau de Santé Log.